parle parce que, voilà, mode hybride. Mais en tout cas, et en plus, en plus c'est vrai qu'on a que 30 minutes. Donc, j'ai envie de dire, plongeons dans le vif du sujet tout de suite. Donc, déjà, bon, notre sujet du jour, fast close. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais le fast close, c'est pas un produit. Non, mais parce que vous vous attendez à une démo, donc bon. Mais je vais en faire une, évidemment. Mais le fast close, c'est pas un produit, il y a de nombreuses manières, finalement, de le mettre en place. Et une chose, de mon point de vue, est certaine, c'est que réaliser du fast close sans avoir une plateforme logicielle sous-jacente, c'est très compliqué, voire très périlleux. Donc, on va parler produit, mais il faut bien avoir en tête que la gestion du changement et surtout la montée en compétence des équipes, c'est tout aussi fondamental que la plateforme sous-jacente. Alors, j'imagine que tout le monde ne me connaît pas. Je m'appelle Dominique Di Grande. Je suis le product manager de notre solution Talentia CPM depuis le début de l'année. Alors, je suis francophone et francophile, mais je fais partie de l'entité suisse de Talentia, qui est basée dans la périphérie de Zurich. Donc voilà. Alors peut-être pour commencer et en lien avec ce que j'ai dit au début, je pense que le fast close, c'est pas quelque chose qui se met en place juste parce que c'est sympa et parce que c'est dans l'air du temps, en fait. On est vraiment sur l'évolution de la transformation de la fonction finance, qui n'a pas commencé il y a quelques années quand on a commencé à lire ces articles-là, mais qui finalement a lieu depuis plus de 15 ans. Et le fast close est une des étapes qui participent à ce processus de transformation. Donc, peut-être un exemple qui est assez intéressant, qui est assez récent, puisque les T-Days italiens ont eu lieu il y a 2 semaines. Et un client Talentia a présenté son expérience Talentia. Donc, c'est un client qui est parmi nous depuis 2004, finalement bien plus longtemps que moi. Et il a expliqué finalement le parcours de la manière suivante, en disant, voilà, en 2004, on a mis en place un processus de consolidation annuel. Un peu plus tard, on est rentré dans une démarche de budget financier principalement. Plus tard encore, parce qu'ils sont actifs dans la biochimie et que c'est un marché de niche, ils ont eu besoin de se référencer sur le marché du Nasdaq américain. Qui dit marché américain dit une intégration forte du contrôle interne avec la compta, pour des raisons type Sarbanes-Oxley et autres. Et donc, ils ont encore fait évoluer, on va dire, leur manière d'appréhender les processus de clôture et de consolidation. Et là, il y a 2 ans, ils se sont fait racheter par un très gros groupe suisse, en l'occurrence, qui d'ailleurs s'est fait racheter par un groupe chinois. Enfin voilà, ça s'enclenche comme ça. Et donc, ce groupe suisse leur a dit, vous devez nous fournir des chiffres mensuels. Donc là, ils ont dit, génial, on le fait depuis longtemps. Et après, ils leur ont dit, bah, en fait, vous devez nous les fournir la première semaine de chaque mois. Et là, évidemment, le défi était, il faut qu'on soit beaucoup plus rapide dans notre capacité à produire une consolidation complète mois après mois, même si on le fait déjà depuis de nombreuses années. Donc finalement, cet exemple, il est assez intéressant et je pense illustre aussi la valeur ajoutée de la plateforme logicielle Talentia, qui est de dire il y a des événements business tout au long de la vie de la société, dans toutes les sociétés, et le produit doit avoir la flexibilité pour suivre finalement ce processus de transformation de la finance qui finalement n'est rien qu'autre que le reflet du pilotage de la société dans son marché. Quoi. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant. Aussi,
avant de faire cette présentation, vu qu'on est présent quand même dans de nombreux pays, dont très actifs principalement en Italie, en France, en Suisse, en Espagne, mais par contre aussi de plus en plus actifs sur des nouveaux marchés comme les États-Unis, le Canada, la Grèce, l'Angleterre, où on est redevenu actif. Donc ça prouve quand même bien que le produit, même sur des marchés où on n'est absolument pas présent, a la maturité de rentrer sur le marché parce qu'il a une qualité. Donc j'ai fait un peu un sondage sur nos grands marchés et je me suis rendu compte qu'environ 30 à 50% des sociétés qui consolidaient de manière complète mensuellement. Par contre, sur cet ensemble de clients, on a quand même beaucoup de clients qui prennent une grosse partie du mois pour… faut que je bouge là, non? Ouais. Qui prennent quand même une grosse partie du mois pour consolider, alors qu'on s'attend finalement à une clôture consolidée dès la première semaine pour que le processus de forecasting puisse avoir lieu, enfin, alors, pour que le processus de diffusion et de communication puisse avoir lieu et que le forecasting puisse avoir lieu, pas simplement en disant OK, c'est tout bon, je passe à mes activités autres, mais vraiment d'intégrer des événements à nouveau métiers connus ou qu'on imagine qui vont se produire par la suite. Donc voilà, peut-être pour définir le périmètre dans lequel ce fast close a lieu. Et surtout, en fait, bon, on voit qu'il y a une tendance, en fait, parce que finalement, ces 30 à 50%, c'était probablement moins ou beaucoup moins il y a à peine 2-3 ans. Et puis, j'imagine qu'on va très naturellement aller vers… moi, j'aurais tendance à penser 100%, mais bon, j'imagine que le 100% est un saint Graal. Mais je pense qu'on va s'en rapprocher quand même assez rapidement. Donc, je l'ai mentionné, faire du fast close dans l'optique de l'utiliser comme outil de pilotage pour l'organisation, ça ne fonctionne pas ou difficilement sans avoir une plateforme qui permet de gouverner et piloter la démarche. Donc, la démarche, elle est connue. Hein, je veux dire, on est sur une clôture classique, entité par entité. Ensuite, on est sur un processus de consolidation financier, mais aussi managérial. On va restituer cette information, faire tout un ensemble d'analyses, soit sur des éléments perturbants qui émergent, voire en fait sur des écarts non expliqués. Et ensuite, on a ce besoin de publier l'information automatiquement à toutes les parties prenantes. D'ailleurs, pour faire le lien avec la présentation précédente, j'ai mis consolidation et non pas consolidation financière, puisque finalement, les indicateurs non financiers commencent à prendre de plus en plus d'importance dans les sociétés. Et soit on les utilise comme outils de communication, mais si on souhaite qu'ils participent au pilotage de la société, comme participent aujourd'hui les indicateurs financiers, il va falloir les intégrer à un niveau plus opérationnel que simplement communiquer sur le fait qu'on est compliant. Voilà. Et le dernier point que j'ai mentionné ici, c'est qu'il y a un moment, on travaille sur deux axes, en fait. On travaille sur l'efficacité du processus, on travaille aussi sur l'efficience. Donc, jusqu'à présent, là, en ayant une plateforme totalement intégrée, une gestion du changement et les bonnes compétences dans les équipes, on est vraiment capable d'être très efficace dans la démarche. L'efficience, on va l'obtenir à partir du moment où, par exemple, les intercompagnies, on va être capable de décentraliser le processus, de faire participer une plus grande audience au processus et de travailler au niveau de la facture et que tout le monde est réellement impliqué dans ce processus au fil de l'eau. Pareil pour la révision des comptes. Si on est sur une approche simple, ça peut être fait de manière semi-centralisée. Si on est sur une approche, on va dire, par les risques, comme le client, en l'occurrence, qui voulait se coter au Nasdaq,
on a besoin d'avoir une plateforme qui permet en fait un travail plus collaboratif et une documentation collaborative au fil de l'eau. Donc ça, c'est également des blocs qu'on fournit, des solutions qu'on fournit, mais qui ne sont pas nécessaires dans tous les cas de figure. Donc, si je rentre maintenant dans le vif du sujet, dans le vif de la démonstration, je vais essayer de trouver ma feuille. Donc voilà, cette feuille-là. De quoi j'ai besoin pour que ce processus de phase close puisse se mettre en place et surtout puisse vivre dans le temps en fonction des événements qui ont lieu dans ma société. Alors, je pars de l'hypothèse que la plupart des gens qui sont ici et aussi là-bas ont une connaissance de base de ce que fait le logiciel Talentia CPM. Donc, je ne vais pas vous expliquer qu'il y a des écritures manuelles, des écritures automatiques, qu'il y a un processus de consolidation des règles de calcul, etc. Ça fait partie, on va dire, du cœur du métier. Mais je vais plutôt, en fait, mettre l'emphase sur les éléments qui, de mon point de vue, sont différenciateurs et permettent de faciliter l'efficacité, finalement, du processus. Donc, la première chose dont j'ai besoin, je pense que c'est la notion de référentiel qui est suffisamment dynamique et flexible pour me permettre de prendre en considération tout ce qui se passe dans mon organisation. Donc, on va évidemment, dans un premier temps, avoir des éléments très simples qui sont la segmentation d'une activité. Donc, jusqu'à finalement, très longtemps, on consolidait entité par entité. Et à un moment, dans certains mandats, le régulateur a dit OK, vous êtes bien gentil, mais quelque part, j'ai besoin d'avoir une compréhension plus business que juridique de vos activités. Donc, on est parti sur une consolidation par segment géographique, segment de type business unit. Donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, dans certains mandats, est venu par le régulateur. Mais dans l'absolu, quand je pilotais une entreprise, ça paraît assez évident, en fait, d'être capable d'avoir une vue, on va dire, plus métier de l'activité que purement juridique. Dans la même veine, je ne peux pas avoir une approche où je me dis j'aborde l'aspect financier, mais j'aborde aussi l'aspect non financier. J'ai des modèles, on va dire, financiers agrégés, mais j'ai besoin de modèles opérationnels plus détaillés. Je ne peux pas avoir ce type d'approche si je suis limité par le nombre de dimensions métiers que je peux créer. Donc là, clairement, dans le référentiel Talentia, techniquement, je ne suis pas limité par le nombre de dimensions. Donc ici, j'ai par exemple créé une dimension projet que je vais choisir. Donc, une fois que j'ai ma dimension projet, potentiellement, je peux visualiser ces informations de projet sous différents angles, donc avoir plusieurs hiérarchies. Et un autre élément qui est assez récent dans le produit, mais qui, je pense, est déterminant pour de nombreux projets futurs, c'est également d'y ajouter cette notion de caractéristique. Donc, j'ai ma dimension, j'ai ma hiérarchie, j'ai les éléments en fait de ma hiérarchie, mais j'ai besoin finalement, dans ces éléments, d'ajouter tout un ensemble de caractéristiques, d'attributs qui me permettent de mieux comprendre ce qui se passe et de suivre au jour le jour, pas uniquement l'évolution dans le temps des données, mais l'évolution dans le temps aussi de l'ensemble des caractéristiques. Donc ici, si je visualise dans un rapport à quoi ça peut représenter, à quoi ça peut ressembler. Voilà, je suis sur l'interface web, mais on voit assez bien l'idée. J'ai mes éléments de projet ici. Et d'ailleurs, pour rappel, le fait de déporter des fonctionnalités du produit à l'intérieur de l'outil de navigation, comme par exemple la possibilité d'ajouter une occurrence d'analyse par l'utilisateur final, plutôt que de demander en fait à un administrateur ou à un super utilisateur central de le faire pour moi, est aussi en fait un élément
d'efficacité, puisque plus je déporte simplement toute la sophistication, on va dire, du travail vers les utilisateurs, et plus je gagne en efficacité. Donc ici, on voit, je suis sur des éléments de mon projet, et là, je me retrouve sur ces fameuses caractéristiques, et on voit ici que la notion de caractéristique, elle est dépendante du temps. Donc, le responsable de ce projet-là était telle personne, bon, en l'occurrence, c'est la même, mais était telle personne jusqu'à telle période, était une autre personne après. Donc, je n'ai plus uniquement des éléments figés dans le temps, mais j'ai des éléments qui évoluent et je peux voir en fait le détail de cette évolution et je pousse cette information jusqu'à l'utilisateur final. Donc, ce n'est pas quelque chose que je m'approprie en tant que finance centrale, mais je pousse l'information jusqu'à l'utilisateur final. Alors, évidemment, et ça fait le lien avec ce que je disais au début, c'est bien d'avoir ce genre de fonctionnalité, mais je dois former mes utilisateurs, je dois les faire monter en compétences, je dois gérer le changement, je dois préparer les modèles pour que tout ça, finalement, fonctionne de manière homogène au sein de l'ensemble de mes entités. Puisque là, finalement, je pousse la responsabilité vers les sachants, finalement, en termes business, qui sont les gens dans les entités. Mais je garde le contrôle sur le processus. Donc, on était sur la notion de segment. Là, on était sur la notion de dimension illimitée, sur la notion de caractéristiques que je peux associer à ces dimensions. Je pense que les indicateurs sont également un élément clé. Et c'est vrai que longtemps, l'indicateur était vu comme le plan de compte. Mais en réalité, l'indicateur est également l'indicateur non financier qui me permet de créer un modèle pour gérer mes projets ou qui me permet en fait de m'appuyer sur le même indicateur, mais avec une granularité beaucoup plus fine. Donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement de pouvoir avoir 10, 20, 50 dimensions, c'est de pouvoir spécifier pour chaque indicateur sa granularité. Parce que si je suis obligé d'appliquer l'ensemble des dimensions à l'ensemble de mes indicateurs, c'est totalement ingérable en termes de modélisation. Ici, je dis, voilà, cet indicateur spécifique, je veux vraiment être très fin. Et ça fonctionne, ça fonctionne en fait de manière assez simple, parce que finalement, j'ai la possibilité, au niveau des analyses croisées, de dire, voilà, ces croisements-là sont techniquement nécessaires. Et ensuite, quand je crée mon indicateur, je dis, voilà, cet indicateur, telle va être sa granularité. Tel autre indicateur, ça sera sa granularité. Puis ensuite, je peux très facilement prendre une information très fine et la copier sur un indicateur plus agrégé. Et comme je suis dans le même outil, m'assurer en fait que la réconciliation entre les deux informations soit faite plus ou moins automatiquement. Parce que le grand problème en fait des différences de granularité dans les informations, c'est que si je suis sur deux systèmes différents, si je suis sur deux Excel indépendants, ça ne se réconcilie jamais, quoi. Donc, les chiffres sont toujours divergents quand je fais une présentation au management. Et puis, c'est mes chiffres. Non, c'est les tiens. Non, c'est celui du voisin. Non, les chiffres, il n'y en a qu'un. Et il faut pouvoir les réconcilier en temps réel. Le travail de réconciliation, c'est un énorme, c'est une énorme perte de temps au sein des organisations, que ce soit au niveau financier ou au niveau opérationnel. Donc voilà. Alors, le temps passant, j'avance un tout petit peu. J'ai besoin également d'outils simples qui me permettent, de collecter de l'information. Je crée un formulaire, je peux collecter de l'information, je n'ai pas de limite. J'ai besoin d'un outil simple pour faire de l'analyse, un outil de BI, comme on dit. Alors, j'ai rarement besoin en fait de BI temps réel, mais par contre, du quasi temps réel, c'est important. Et l'interface pour faire de l'analyse de manière un peu sophistiquée, ce n'est pas Excel. C'est un outil d'analyse multidimensionnelle, par exemple. Et ensuite, la dernière étape de mon processus, c'est que j'ai besoin d'ajouter du narratif. Donc, on a vu, je ne sais pas vous les montrer en détail, mais on a vu la possibilité de rentrer des commentaires.
Donc, on peut rentrer des commentaires, agréger des commentaires, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Après, on va avoir du narratif aussi directement autour des informations quantitatives. Donc, étape 1, je vous montre rapidement la notion de formulaire que vous connaissez, hein. Bon, qu'on a déjà vu avant, en fait. Finalement, cette vue web était un type de formulaire. Là, j'ai une vue Excel qui est le même formulaire, simplement présenté dans une technologie différente. Alors, la troisième aspect du formulaire qui peut être intéressante, mais que je ne veux pas vous montrer aujourd'hui, c'est la possibilité de propager un formulaire en mode non connecté. Donc, je récupère un fichier Excel en offline, je le remplis, je le pose quelque part et automatiquement, le produit est capable de l'intégrer, de l'ingérer. Et donc, je travaille en mode déconnecté par rapport au système. Dans certains cas de figure, ça peut être utile. Donc ici, on voit ce formulaire et cette capacité. Alors, je l'ai mentionné avant, de rentrer des commentaires, cette possibilité aussi de rajouter un attachement. Et à nouveau, toute cette logique poussée jusqu'à l'utilisateur. Donc, à nouveau, ce ne sont que des fonctionnalités. Mais ce qui est important, c'est que quand toutes ces fonctionnalités mises à disposition de l'utilisateur final sont bien mises en musique, il peut tout faire lui-même. Et donc, j'atteins, une efficacité dans l'exécution du processus et une efficience dans la qualité des informations fournies, parce que le gars qui rentre les infos, c'est le gars qui connaît le business, en l'occurrence. Donc, voilà. Donc ça, c'est le principe du formulaire, donc assez classique. Ensuite, je pourrais utiliser la même chose pour faire de la restitution. Donc là, par exemple, je suis toujours sur Excel, mais par contre, je vais avoir une information plus agrégée qui est disponible dans la même interface. Alors, vous le savez sûrement, mais je pense que ça fait jamais de mal de le repréciser. Les données sont stockées dans la base de données. Donc, à ce niveau-là, Excel n'est qu'un outil de représentation d'une information stockée centralement. Le document Word, où je mets le narratif, ne sera qu'une représentation d'une information stockée centralement. Pareil pour mon outil de BI. Donc, j'ai une source de données. Et ça, évidemment, ça évite la duplication, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour cet élément-là. J'accélère un peu. Donc, pour moi, quand je veux faire de l'analyse, j'ai besoin d'un outil de ce type-là, qui est vraiment l'outil d'analyse multidimensionnelle, sur lesquels, en fait, j'ai un certain nombre de dimensions qui sont publiées, où le filtrage est en réel, où je peux assez facilement, finalement, changer d'axe d'analyse, où je peux changer à la volée le filtrage, où je peux éventuellement me focaliser sur des informations uniquement quantitatives. Donc, ça, c'est intéressant pour deux raisons. Un, c'est très guidé, mais en même temps flexible dans la manière de tourner les informations dans tous les sens. Et en plus, en termes de performance, ça n'a quasiment aucune limite. Donc, on a des exemples où, en exécutant un rapport Excel très, très volumineux, j'étais à plusieurs heures d'exécution, 5 heures, 7 heures, 8 heures. Ici, en construisant le même rapport et en l'exportant vers Excel, je tombe à 2, 3, 4 minutes. Donc, ce n'est pas le même modèle de données, ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas le même objectif. Si c'est bien mis en place et bien utilisé, j'ai des gains énormes de productivité.
Donc voilà. Puis après, il y a relativement peu de limites dans ce genre d'outils. On peut faire des choses très simples et puis ensuite on peut aussi s'amuser à faire des choses beaucoup plus sophistiquées. On peut travailler sur des graphiques, on peut faire énormément de choses et c'est toujours instantané en fait, toujours en temps réel. Oui, merci. Alors, hop. Donc, peut-être, étant donné que le temps passe un peu plus vite que prévu, j'aimerais juste synthétiser ce que je viens d'expliquer là dans un slide, juste que visuellement, on comprenne bien de quoi il s'agit et pourquoi, en fait, une intégration complète de ce processus est une vraie valeur ajoutée. J'ai ma base de données centrale dans laquelle j'ai mon référentiel qui a toute la flexibilité nécessaire. Je rajoute une nouvelle dimension, je rajoute un nouvel élément, je rajoute une nouvelle caractéristique. Elle est stockée centralement. Elle est automatiquement propagée dans le rapport Excel qui, finalement, va me la présenter sous forme tabulaire ou graphique. Elle est ensuite propagée vers le document Word qui me permet de présenter l'aspect narratif des choses. Et ensuite, j'ai la possibilité de faire une publication électronique de ces informations. D'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié de vous montrer le narratif. Donc, je reviens sur le dernier élément de reporting que je voulais vous montrer, qui est le document narratif, en fait, que je peux produire maintenant donc en Word, en PDF ou en HTML. Où là, je vais l'exécuter. J'ai à nouveau des variables qui vont s'appliquer à l'ensemble des objets qui sont dans mon document, qui vont être poussés vers la base et me restituer la même information, même si elle est présentée 10 fois dans le rapport, toujours de manière pertinente et de manière cohérente, puisque la source est unique. Donc là, on a un exemple ici, où on voit par exemple que dans ce narratif-là, après c'est des exemples un peu gros, mais quand même, l'année 2020 provient directement de la base. Pareil ici, tous ces KPI qui sont évidemment présentés aussi dans des tableaux, voire dans des graphiques par ailleurs dans le document, sont ici directement extraits de la base de données. Et d'ailleurs, on le voit plus bas. D'ailleurs, même dans le texte, alors, de mon point de vue, c'est un peu gadget là, parce que finalement, il faut quand même changer le texte, parce que si ça monte et que voilà, le chiffre va dans l'autre sens, ça vaut quand même la peine peut-être de faire ça manuellement. Mais par contre, la réconciliation avec un graphique comme celui-là, par exemple, là, on est quand même beaucoup plus, ça va être beaucoup plus pertinent finalement. Un KPI que je reflète en fait sur la page d'accueil et un graphique qui reflète le même KPI de manière tabulaire. Là, par contre, la réconciliation, elle doit être automatique et garantie et il ne doit pas y avoir d'erreur. Puis bon, après, voilà, je continue. Puis, c'est vrai que là, je suis sur un rapport qui est plutôt du type RFA, rapport annuel, mais n'importe quel rapport de management fonctionne très bien aussi. Et on a prévu, en fait, dans une release début d'année prochaine, d'avoir le même lien avec les présentations PowerPoint, parce que finalement, voilà, tout le monde ne lit pas du narratif sous cette forme-là, mais va plutôt finalement s'appuyer sur une présentation classique PowerPoint. Mais ce qui est important, c'est la source de données est toujours centralisée et ensuite, je pars vers les utilisateurs pour l'utilisation. Alors, bon, je suis un peu pris court parce qu'une demi-heure, c'était pas si long que ça. Bon, moi, je reste, donc si vous voulez rester après, vous pouvez rester avec moi. Mais non, je reste pas, moi. Si, je reste quand même. non, mais en tout cas, je suis là si vous voulez discuter, surtout qu'en plus, on pourrait discuter aussi de la roadmap. J'avais un slide sur la roadmap et c'est vrai que on a eu ou on a en fait un défi important qui est sur le point d'être terminé maintenant, qui est de fournir une solution multi-browser à tous nos clients et ça sera réglé cette fin d'année. Mais l'année prochaine, on a déjà engagé tout un ensemble de chantiers importants pour justement adresser des problématiques de workflow, adresser des problématiques aussi de tableau de bord. Parce que finalement, la communication entre la finance et le business, ça fonctionne vraiment à travers le tableau de bord. Donc, je pense que voilà, on est conscient que
la finance ne travaille plus toute seule dans son environnement, on va dire, relativement cloisonné, et que les échanges, l'aspect collaboratif avec le monde business, où qu'il soit dans le monde, va devenir de plus en plus important. Donc, en fait, voilà, c'est les chantiers qui sont engagés. Donc, en résumé, rapide, je l'ai déjà dit, un projet de type fast close, c'est une réponse à un événement. Alors, des événements, on en a eu quelques-uns ces dernières années, donc forcément, il y a plus de réponses, hein, parce que plus de… Voilà. C'est une étape avancée du processus de transformation de la fonction finance. Donc, même si ce serait fantastique si c'était le cas, je ne peux pas partir d'une consolidation faite sur Excel dans mon bureau tout seul et dire, voilà, dans 6 mois, je fais du fast close. Ça va quand même prendre un petit peu plus de temps, pas forcément parce que le produit demande du temps, mais parce que la gestion du changement et la montée en compétences des équipes prend un peu de temps. Ben voilà, c'est en gros ce que j'ai dit là. Et malgré tout, un logiciel est absolument fondamental pour atteindre cette étape. Et surtout, ne choisissez pas un logiciel par rapport à ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, mais choisissez un logiciel par rapport à ce qu'il sera capable de faire dans 10 ans. Donc, est-ce qu'il a la flexibilité de prendre en considération l'ensemble des événements qui pourraient se produire dans les 10 ans qui viennent? Bon, vous ne les connaissez pas, mais voilà, je vous ai donné quelques pistes en fait pour évaluer ce qui est nécessaire pour être capable de prendre en considération finalement des événements business quels qu'ils soient. Voilà, ce n'était pas tout à fait tout ce que je voulais vous dire, mais j'ai fait au mieux. Par contre, je ne trouve pas mon dernier slide qui est… Ah, si, il est là, pardon. Hop. Non, ça ne marche pas. Il ne marche pas. En tout cas, il y a marqué merci dessus. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre participation. Et je me tiens à votre disposition. Sauf si Rabia vous demande de partir. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi je suis là.